Bonjour à tous. Déjà, est-ce que vous m'entendez? Ok, parce qu'on avait un peu peur, j'avais un peu peur que ça soit pas super fort, donc je vais essayer de parler bien dans le micro, parce que si c'est un peu plus distant, ça va être un peu le bordel. Donc je vous remercie d'être venu à cette conférence après le déjeuner, j'espère que ça va pas être trop soporifique. Et puis je tenais un peu à m'excuser aussi, parce qu'une conférence web, expliquer pourquoi et comment je suis sorti du web, c'est un peu... ça peut paraître un peu bizarre, mais je trouvais que l'idée était assez intéressante de montrer que on peut avoir des évolutions tout au fil de sa carrière et que ça peut être intéressant de montrer aux autres comment on peut faire évoluer les choses. Et le sujet avait pas mal plu à l'équipe de Blend, donc voilà pourquoi je suis là. Donc je vais commencer par une petite présentation pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je m'appelle Francis Chouquet, je suis graphiste depuis 2004. Il y a pas mal de monde qui me connaît pour mon passé sur le web justement et notamment autour de WordPress parce que j'ai été graphiste de thèmes WordPress pendant pas mal d'années. J'ai écrit un bouquin sur le sujet, j'ai fait pas mal de projets autour de ça. J'avais même un blog qui s'appelait Francis Art où j'ai écrit je crois à peu près 600 articles sur WordPress entre 2006 et 2010. Donc il y avait pas mal de visibilité, j'ai fait pas mal de conférences autour de ça, je suis même venu à Blend la première année pour parler web design. Donc ça fait aussi un petit peu bizarre de revenir quelques années plus tard pour parler d'un sujet qui n'a rien à voir, quoique je suis déjà venu pour parler un peu de lettering. Donc voilà, pour resituer un peu les choses, je fais du graphisme depuis 2004, beaucoup de web entre 2004 et il y a l'année dernière en gros. Et c'était une situation qui était globalement très intéressante parce que finalement j'étais booké, j'ai toujours été booké quasiment à 100%. J'ai eu peu de périodes où j'avais pas de travail. J'ai fait pas mal de projets passionnants, des projets chiants aussi, mais ça on en fait tous. Mais quelques projets vraiment intéressants et très formateurs. Et du coup, j'avais une situation financière qui était, on va dire, confortable. Mais pour un graphiste confortable, c'est pas la même chose que pour d'autres professions. Donc ça se passait vraiment bien. J'avais vraiment absolument pas à me plaindre. J'avais même tout pour être heureux. Pourtant, les choses vont pas être aussi simples. Et ce que je vais essayer de vous montrer un peu dans cette première partie, c'est qu'est-ce qui s'est passé progressivement pour que j'ai cette envie de sortir du web et de mon métier de web designer. Donc voilà. La première chose, c'est que le web change très vite. Et parfois, on pourrait penser que ce web change un peu trop vite. Ça évolue constamment. On part 3 mois, on revient, il y a des nouvelles choses. Donc c'est assez costaud. Et pendant pas mal d'années, je pense qu'on est nombreux à avoir utilisé ce service, Google Reader, et je pense aussi qu'on est assez nombreux à avoir eu toujours plus de 1000 articles à lire sur Google Reader. Donc c'est le genre de truc, on ouvre, il y a trop de trucs à lire, on referme. Et le problème dans le web, c'est qu'on avait ces flux RSS pendant pas mal d'années et on était abonné bien souvent à plein de sites web. Et du coup, il y avait plein d'articles à lire. Alors, ça pouvait être sur les tendances, mais ça pouvait être aussi sur les CSS qui ont beaucoup quand même évolué sur les 10 dernières années. Plus après, on avait des trucs plus front comme le JavaScript ou des choses comme ça. Ça a beaucoup bougé. Il fallait toujours être au top. Il faut toujours être au top. Et c'est pas toujours simple d'être constamment au top, justement. Et moi, j'ai eu cette impression au fur et à mesure que ça commençait un peu à me saouler et que je commençais un peu à prendre du retard progressivement. Je suis sur mes projets avec mes clients, je fais mon taf et du coup, j'ai pas toujours le temps de suivre. Alors j'achète des bouquins, j'essaie de bookmarker des articles que j'arrive pas à lire parce qu'ils s'accumulent et qu'au bout d'un moment, il y en a de trop. Et du coup, il y a une sorte de surmenage à un moment donné autour de la veille qui est assez difficile à gérer. Et que donc, moi, j'ai eu pas mal de mal à digérer et à gérer tout court. Il y a aussi visuellement, pour un graphiste, le web a beaucoup aussi évolué sur les dernières 10 années. On est passé, en gros, je fais très simple, du skeuomorphisme au flat design, entre guillemets. Enfin, on a eu un gros changement à ce niveau-là. On est passé vraiment d'un extrême à un autre. Et que, pour moi, le problème un peu dans le graphisme web, notamment, c'est que les clients sont souvent proches des tendances.
Et donc, il faut que nous, on travaille en fonction de ces tendances, qu'elles nous plaisent ou qu'elles ne nous plaisent pas. Et comme on est passé d'un skeuomorphisme où on avait des choses qui étaient très détaillées, avec des ombres, alors, je ne vous parle pas des trucs glossy, qui d'ailleurs persistent toujours aujourd'hui, mais qui étaient vraiment avec du vert fluo, des fois, c'était super sympa. Et le truc, c'est que ça a vraiment changé drastiquement. On a gardé une sorte de vert fluo, mais flat, et avec un texte blanc sur un fond blanc, enfin des choses comme ça. Les clients viennent vous voir un peu pour ça. Et vous, il y a finalement, cette évolution, vous la faites pas vraiment. C'est-à-dire que vous bossez un peu dans votre style, qui est peut-être à fond SKEO, à fond autre chose. Mais finalement, les clients, les demandes des clients, elles évoluent plus vite que vous dans votre style. Donc des fois, il s'avère qu'il y a un changement qui s'opère au niveau des tendances et du graphisme. Et vous avez un peu de mal, c'était notamment mon cas, à me dire, bon, maintenant, il va falloir que j'utilise une palette de couleurs réduite parce que le client, il a vu que tel site en flat, et en plus, si le client vous envoie des articles sur le flat, en vous disant, c'est absolument ça que je veux, tu vois, cette palette, je veux la même, je veux ça, sans se poser la question non plus si c'est bien pour son projet ou pas. Et au fur et à mesure, on rentre dans bien entendu, on répond aux besoins du client, ce qui est le plus important, mais en termes de motivation et d'envie et de créativité et de choses comme ça, c'est pas toujours simple à gérer. Donc moi, ce que j'ai trouvé un peu difficile à ce niveau-là, c'est que le web a évolué aussi beaucoup visuellement et qu'il y a eu une période d'adaptation qui, moi, personnellement, m'a pas super convenu. C'est-à-dire que j'ai trouvé ça, faire du flat, où là, on a carrément du flat et du long shadow. Alors, on a vu pas mal de choses tourner il y a quelques années là-dessus. Pour moi, c'était un peu what the fuck, et surtout pourquoi on a besoin de ce genre de choses, quoi. Donc c'est un deuxième point qui a fait que ça commençait aussi à ce niveau-là un peu à me saouler. Par rapport au business, le marché a pas mal évolué. Donc moi, je faisais beaucoup de WordPress. Donc j'ai commencé en 2006. WordPress était un moteur de blog. Pour certains, ça reste toujours un moteur de blog. Mais les choses ont quand même vachement évolué entre la version 2 et les versions 4.6 aujourd'hui. Les fonctionnalités ont beaucoup évolué. Donc ça, il fallait toujours aussi se tenir au courant des évolutions et des possibilités qu'on pouvait faire pour les sites des clients. Mais ce n'était pas vraiment un problème, ça restait quand même super intéressant. J'ai noté depuis 2010 que les budgets avaient pas mal baissé, notamment au fait que WordPress est devenu super connu, donc a attiré beaucoup de personnes de différents endroits dans le monde qui proposaient des budgets réduits. Donc finalement, j'ai remarqué que dans mes revenus sur les années 2010 à 2013, il y avait une baisse des revenus qui était assez importante quand même, aux alentours de 20-25%, parce que justement du fait que les gens étaient moins aptes à dépenser beaucoup d'argent sur un projet WordPress. Et finalement, il y a aussi quelque chose qui s'est fait en parallèle qui a beaucoup changé les choses, c'était l'évolution des thèmes WordPress, où avant, un client était plus apte à venir dépenser un truc comme 5 000 € dans un site vitrine pour sa boîte, alors que là, il se disait, bah non, finalement, pourquoi j'irais dépenser autant d'argent alors que je vais sur Internet, je peux acheter un thème, j'y mets mon logo, mes produits et tout, et ça me coûte que 50 €. Donc le marché a pas mal changé et évolué, et du coup, je trouvais aussi que il fallait se battre plus, et il fallait aussi montrer beaucoup plus de prouver quelle était la valeur ajoutée de prendre un graphiste dev WordPress plutôt que d'aller prendre un thème, quitte à le modifier. Donc dans certains cas, ça fonctionnait, mais quand vous tombez sur un client qui n'est pas à même de comprendre bien le raisonnement professionnel qui se passe derrière, c'était pas toujours évident. Il y a aussi eu une chose, j'ai hésité un peu à le mettre dans la présentation, mais je pensais que c'était important d'en parler parce que c'est quelque chose sur ma propre expérience qui a beaucoup joué. C'est l'impact des réseaux sociaux dans la communauté web design francophone, française même d'ailleurs, et notamment Twitter, où il y a toujours des périodes où quand on sort un projet ou des choses comme ça, il y a toujours ce côté agressif d'une certaine partie de la communauté qui a un impact globalement sur la communauté web design sans qu'on s'en rende forcément compte. Mais moi, j'avais lancé un projet en 2010, ça s'appelait le WD Friday. C'était d'écrire, au début, c'était des rencontres sur Twitter entre midi et 1h pour discuter un peu web sur un sujet. Chaque semaine, il y avait un sujet particulier. Et
Et ça gênait des gens parce qu'ils voyaient passer trop de tweets dans leur timeline. Donc ça leur posait un problème et ils venaient pourrir la rencontre, alors que la rencontre attirait plus d'une centaine de personnes, notamment des jeunes débutants qui avaient besoin de poser des questions à des gens plus confirmés. Donc du coup, au bout d'un moment, au bout de 6 mois à peu près, on a été obligé d'arrêter parce que même sans avoir commencé à discuter sur Twitter, on se faisait lyncher. Donc on a décidé de changer un peu le principe et on a dit, bon écoute, on va faire des articles, on va créer un blog, on va faire des articles web design, chaque semaine un nouvel article le vendredi, pour garder le concept du vendredi. Et donc on a commencé à écrire des articles, ces mêmes personnes sont venues un peu lyncher dans les commentaires le contenu des articles. Alors il est vrai que parfois le contenu pouvait être prêté à interprétation ou pouvait être maladroit dans sa qualité, mais le problème c'est que progressivement c'est ces choses-là en fait que les gens ont retenues, que ce soit le public ou les auteurs, et finalement au fur et à mesure les auteurs ne voulaient plus écrire parce qu'ils se retrouvaient dans une situation où ils allaient se faire démonter. Et donc, au bout d'un moment, on a été obligé d'arrêter parce qu'on ne trouvait plus personne pour écrire des articles. Et ça avait eu un impact, et ça l'a toujours d'une certaine manière, sur la communauté globale, parce que finalement, on s'est rendu compte que les gens avaient beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à partager, mais qu'ils ne le faisaient pas parce qu'ils avaient peur d'en prendre plein les dents, et du coup, préféraient rien faire. Et aujourd'hui, il y a aujourd'hui des gens qui décident de toujours pas écrire sur le web design en France. Si vous regardez bien, il n'y a pas énormément de blogs qui parlent de web design. C'est en partie parce que cette peur de s'exprimer librement sans avoir les retours difficiles derrière. Et moi, personnellement, j'avais laissé tomber le projet WD Friday avant la fin parce que ça me saoulait de voir que des personnes passaient leur temps à critiquer et à troller plutôt que d'aider à essayer de monter une communauté d'entraide et de partage, encore une fois, notamment pour les jeunes qui ne savent pas trop comment faire, comment s'en sortir. Et ça a commencé, moi, encore là, à me saouler et à me dire j'ai plus trop envie de m'investir dans cette communauté, j'ai plus trop envie non plus de partager des choses sur Twitter et tout ça, parce que ça devient assez difficile à gérer. Alors c'est également le fait, la même chose sûrement dans d'autres pays. Mais au final, ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté de suivre plein de gens dans la communauté française pour suivre uniquement des gens à l'étranger où l'impact était moins nauséabond. Donc tout ça a conduit à une sorte d'overdose. Donc trop de veille, comme je vous ai dit un peu plus tôt. Le FOMO, cette fear of missing out, donc la peur de manquer quelque chose, ça peut paraître bête, mais il y a quand même beaucoup de gens dans notre industrie qui, quelque part, en souffrent. C'est-à-dire qu'on a toujours peur de louper le truc que tout le monde veut... Enfin, on va passer à côté du truc et on va perdre le train. Trop d'interconnexions toxiques et toujours de plus en plus à se battre pour gagner un projet. Donc ça m'a mis dans une situation que j'ai trouvée qui devenait un peu lassante et difficile, malgré le fait que quand on regardait de l'extérieur, tout se passait bien, j'avais quand même du boulot. Et puis voilà, ça se passait plutôt pas mal. Donc j'avais besoin d'un break, d'un changement. Et ce changement est arrivé par le dessin. En fait, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis que je suis tout gamin, mais comme tous les gamins d'une certaine manière, j'ai beaucoup dessiné. Je voulais en faire une profession. Je voulais soit être architecte, soit graphiste ou des choses comme ça dès le départ. Et les conseillers d'orientation étaient plutôt t'as des bonnes notes, perds pas ton temps, fais un bac scientifique, et puis voilà quoi. Donc du coup, le dessin, j'ai abandonné vers 15-16 ans et j'ai fait des maths, de la physique, enfin tout ce qui m'intéressait pas quoi. Et finalement, c'est quelque chose que j'ai mis dans un coin de ma tête pendant très longtemps et auquel j'ai pas touché jusqu'à ce moment-là où je me suis dit, ça s'est fait d'une manière assez naturelle, c'est-à-dire que le dessin revenait pour me donner un bol d'air. Et il y avait un impact qui était intéressant, mais encore là, ça s'est pas fait de manière super simple. Alors déjà, tout graphiste aime la typographie. Donc moi, dès le départ, je me suis intéressé au dessin, mais plus particulièrement au dessin de lettres. Et dès que j'ai commencé à bosser, j'aimais bien étudier les typos, sans pour autant les dessiner moi-même, mais bien voir comment elles sont formées. Des fois, je regardais même sur Illustrator un peu voir les courbes, les tangentes et des choses comme ça. C'est quelque chose qui m'a beaucoup passionné et qui passionne beaucoup le graphisme de manière générale. Et en 2010, c'est un peu coupé, mais en 2010, avec un ami Aurélien,
on était tellement passionné par ce qu'on voyait au niveau illustratif, enfin, là on était plus sur un côté illustration qu'un côté web, mais on voyait tellement de choses super bien passer qu'on s'est dit, ben, faisons un blog, et faisons de ce blog un peu notre outil de bookmarking, c'est-à-dire que plutôt que de voir des choses et de les mettre sur... Il n'y avait pas Pinterest en ce temps-là, donc on a ouvert un Tumblr, on s'est dit, bah, tout ce qu'on voit qui est super sympa, on va le mettre sur un blog. Et donc on a ouvert ce blog, beautifultype.net, qui existe donc depuis 6 ans. Aujourd'hui, ce blog, il a 120 000 abonnés, donc il marche super bien. On a ouvert un compte Instagram il y a 1 an, on a à peu près entre 23 000 et 24 000 abonnés. Et c'est quelque chose, en fait, en bookmarquant les choses comme ça et en passant de plus en plus de temps à voir, voir ce côté illustratif, ça m'a donné envie de m'y intéresser de plus en plus. Et progressivement, en fait, ce qui va se passer, c'est que ma veille web devient typographique. Je suis de moins en moins de choses de web, je m'en désintéresse parce que je m'intéresse de plus en plus au côté de typographique et du lettrage notamment. Donc du coup, je suis déjà en train de bifurquer légèrement vers autre chose. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Je continue de faire mes projets web sans problème. Mais je m'intéresse vraiment à la typo de plus en plus. Mais il y a un problème, c'est que j'ai pas le temps de dessiner. C'est-à-dire que j'aimerais bien reprendre le dessin, me mettre sur mon bureau avec une feuille, un crayon, et puis commencer à dessiner des lettres, mais j'ai pas le temps. Et ça, c'est un gros problème. Alors, je sais pas s'il y en a beaucoup parmi vous, mais on est dans un métier où on a tellement de choses à faire entre les projets clients et la veille et des choses comme ça, qu'on n'a pas toujours le temps de se créer des petits side projects ou de prendre juste le temps de lire un bouquin ou à la limite de dessiner. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que ça a pris du temps quand même avant que j'arrive à prendre cette feuille et ce crayon. Et en fait, ce qui a débloqué un peu l'histoire, c'est que j'ai une fille qui adore dessiner. Et donc, je me suis assis un dimanche avec elle sur la table. Et puis, j'ai dit, bon, bah, j'y vais. Et puis voilà. Donc, j'ai dessiné. J'ai passé 3-4 heures avec elle. En fait, je me suis pas rendu compte de ce qui se passait. C'est-à-dire que je me suis mis à dessiner, j'ai levé la tête. Et ça faisait 4 heures qu'on était en train de dessiner. Et je me suis dit, merde, c'est incroyable l'effet que le dessin peut avoir sur moi. C'est-à-dire que j'étais dans une période où tout commençait un peu à surchauffer. Et là, le fait d'avoir dessiné une fois, ça a vraiment eu un impact, je vais dire méditatif, mais relaxant sur moi. Et donc, je suis sorti de ces 4 heures, je me suis dit, déjà, waouh, ça fait super du bien. J'étais aussi content de ce que j'avais fait, même si, bon, je suis un peu perfectionniste, donc c'est jamais assez bien. Mais j'étais content d'avoir enfin franchi ce pas. Et je trouve que des fois, on ne se permet pas non plus toujours de faire des choses à côté qu'on a envie de faire, justement parce qu'on n'a pas le temps. Et donc là, je me suis dit, waouh, c'est génial, c'est vraiment... enfin, je me disais pas c'est ce que j'ai envie de faire, mais je me suis dit, ça me fait trop de bien, quoi. C'était vraiment, vraiment énorme. Et du coup, là, comme où j'en viens, c'est que le dessin, donc j'en ai refait en fait. Ça m'a donné en plus des occasions de passer du temps avec ma fille, de dire bah, finalement tous les week-ends, on va essayer de dessiner un peu. Donc tous les week-ends, je dessinais un peu, j'avais fait quelques illustrations. Et ce qui me permettait plus j'avançais en fait dans mon dessin, et plus déjà ça me permettait d'être dans l'instant présent. Donc c'est le côté méditatif en fait, c'est-à-dire que vous oubliez tout ce que vous faites à côté. Vous n'êtes plus sur votre téléphone ou votre ordinateur à voir s'il y a un mec qui envoie un email, un client, s'il y a un nouvel article qui a été pondu sur je sais pas quel site. Non, vous êtes là pendant 3-4 heures, vous faites que ça, et ça fait du bien. Et le dessin donc est une sorte de méditation. Et le dessin m'a aussi donné un peu de recul par rapport à ma situation. C'est-à-dire que la cocotte est en train de faire pchit, et le dessin va permettre de faire descendre suffisamment ce stress pour permettre d'avoir un regard extérieur sur ce qui se passe en fait sur ma situation. Et ça va me permettre de me rendre compte de tout ce que je vous ai raconté juste avant, c'est-à-dire que bah, j'en ai marre d'être toujours connecté, de toujours
avoir peur de louper un truc, d'être toujours sur mes emails, de ne pas louper les tweets, les notifications ou je ne sais pas trop quoi. Et donc, finalement, le dessin joue quelque part un rôle de psy, parce que ça permet de dire, ça vous donne la possibilité de faire un break, ce qui est déjà bien, et ça donne aussi la possibilité de réfléchir à des choses qu'on n'a pas forcément le temps quand on est à fond dans le travail. Donc, en fait, ce que je vais faire, je vais faire ces trois dessins. Et puis, comme je suis un peu, j'ai un compte Dribbble, même si j'ai pas beaucoup de choses dessus, mais je dis, tiens, je vais poster ça dessus, et puis on va voir ce que ça donne. Donc, je partage mes dessins, et puis là, bim, le premier à gauche, il va atterrir sur la homepage. Pour ceux qui connaissent Dribbble, quand vous atterrissez sur la homepage, c'est que vous avez pas mal de likes. Donc là, j'en ai eu 450 à peu près. Les autres ont bien fonctionné aussi. Et là, je me dis, je l'avais noté comme slide, mais je l'ai viré. Je me suis dit, merde, quoi. Enfin, c'est vraiment le truc. Je dis, je dessine, moi j'aime bien, je poste mes trucs, et les gens aiment ce que je suis en train de faire. Et là, voilà, je l'ai même laissé, en fait. Je crois que je l'avais viré. Et là, je me suis vraiment, c'est un truc, ça m'a quand même scotché, c'est-à-dire que je passe mon temps à bosser sur mon ordinateur. Là, je me laisse mon ordinateur 3 dimanches après-midi sur un mois. Je ponds quelques trucs, je suis assez content et tout, je les poste. Et puis là, les gens ils disent, ouais, c'est super, tout ça. Et donc, dans ma tête, ça commence à cogiter. Et il y a un truc qui est aussi important, c'est que je l'ai mis en ligne pour le partager, pour voir un peu la réaction des gens, sans avoir ce besoin de reconnaissance ou de validation que ce que je fais peut être bien ou intéressant. C'était juste pour dire, tiens, regardez ce que j'ai fait et on va voir ce que ça donne. Et finalement, ce retour, même s'il faut bien toujours prendre avec des pincettes la popularité qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait dire, mais je fais un truc que j'aime bien, les gens aiment, et du coup, je pourrais peut-être aller un peu plus loin, quoi. Et ça va changer. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je continue un peu à dessiner, mais bon, ça s'arrête un peu là. C'est-à-dire que c'est sympa, je vais dessiner un peu de temps en temps, ça me fait un break, et je continue mon taf. Et à un moment donné, il y a un copain qui voit passer un peu mes différents travaux, parce que je les partage régulièrement sur Twitter ou sur Dribbble, et il me dit, bah écoute, moi j'ai mon logo à te faire, et je voudrais que tu le fasses en lettering. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lui faire son logo, donc c'est Visibility, je ne sais pas si vous connaissez. Et ce projet, grâce au site qui est populaire et grâce à mon réseau, notamment sur Twitter, ce projet va encore avoir de la visibilité comme mes projets que j'ai postés sur Dribbble, et les retours encore là sont positifs. Et là, je me dis encore une fois, merde alors. Et surtout, il y a un truc qui fait tilt un peu dans ma tête, c'est-à-dire en un mois et demi, j'ai eu plus de retours positifs qu'en presque 10 ans de web. C'est-à-dire que quand je faisais du web, je postais des trucs, globalement tout le monde s'en foutait, et là je poste des trucs et les gens ils trouvent que c'est bien ce que tu fais. Alors je me dis, c'est quand même... ça m'a fait encore là réfléchir. Et pour ce projet Visibility, ce qui était génial, c'est que c'était mon premier projet client en pur lettrage, et donc j'ai passé énormément de temps à dessiner. L'ordinateur, je l'ai utilisé que pour vectoriser, ça a pris 3 heures à tout péter, enfin pour la vectorisation, hein, pas pour le reste. Et donc, à partir de ce projet-là, je me dis, c'est bon, j'ajoute le lettrage à mes compétences. Donc je me retrouve avec un site web où je propose à la fois du web design et du lettrage, ce qui est pas forcément super cohérent. D'ailleurs, c'est un peu pour ça que je vais mettre quelques années avant d'avoir un vrai portfolio. Déjà que c'est compliqué pour un graphiste d'avoir un beau portfolio, ou un portfolio qui lui plaît, mais alors si en plus c'est pas super cohérent au niveau des compétences, c'est pas forcément facile à gérer. Mais ce qui va se passer, c'est que progressivement, vu que je fais des projets et que j'aime faire ça en lettrage, je vais commencer à ne plus que communiquer que là-dessus. C'est-à-dire que toute la partie web, en termes de communication, je vais la zapper, je vais oublier ce côté-là, je mets ça un peu de côté pour me concentrer dans ma tête vers ce que je veux faire. Donc le lettering. Donc je commence à pratiquer, je partage toujours mes travaux sur Dribbble et Instagram,
aussi sur Twitter. Ce qui est important, c'est que j'ai toujours fait ma communication via les réseaux sociaux. J'ai jamais vraiment fait de démarchage au niveau local ou des choses comme ça. Donc je continue ma communication que j'ai développée sur le web, mais pour le lettrage. Et finalement, je fais de la même manière, et c'est comme ça que j'espère avoir des retours avec quelques projets. Je crée aussi un groupe Facebook que certains connaissent peut-être ici, qui s'appelle Je me mets au lettering. Donc le but du départ de ce groupe, c'est d'avoir une dizaine, vingtaine de copains, et qu'on se met tous ensemble sur un groupe fermé. Et on partage un peu ce qu'on fait, parce que finalement, les copains graphistes, en voyant ce que je fais, ils disent bah, « Tiens, moi aussi, j'ai envie de faire un peu de lettering ». Donc on va s'y mettre. Et donc on commence à échanger un peu nos travaux sur ce groupe fermé. Et c'est super, parce qu'on fait un peu de lettering ensemble. Et ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, bah, plus personne partage. Et ça, c'est un truc assez fort, c'est-à-dire que tout le monde a envie d'en faire, mais encore une fois, personne n'a le temps. Et du coup, bah, les 2-3 semaines, ça se passe super bien, puis après, bah, plus personne répond, plus personne fait de croquis ou de choses comme ça. Donc le groupe tombe un peu dans les oubliettes. Et là, je me dis, bah, je vais l'ouvrir, et puis ça va permettre aux gens qui sont un peu intéressés de partager. Et là, c'est une invasion. En plus, Facebook a fait la promotion du groupe. Donc aujourd'hui, on se retrouve, on est à 6600 membres, tous passionnés de lettrage. Et c'est un groupe qui reste sur l'apprentissage. Donc si ça en intéresse certains d'entre vous, notez un peu le nom du groupe. Je n'ai pas mis l'URL parce qu'elle est insupportable. Mais c'est vraiment super bien parce que ça permet de partager, d'avoir des retours positifs, que vous soyez bon ou pas bon, ça n'a vraiment aucune importance. Et donc j'ai créé ce groupe et voilà, aujourd'hui c'est vraiment super. Donc je suis parti, je suis super content. Je me dis bon ben voilà, je continue à faire un peu de web, même si j'ai pas trop envie d'en faire, et je vais faire du lettering. Sauf que le problème c'est que je vends très peu de lettering et je suis full en projet web, c'est-à-dire que je veux aller dans une direction, mais c'est l'autre direction qui m'appelle. Et je suis vraiment plein en projet web. Donc je passe mes semaines et mes mois à bosser sur des trucs que j'ai plus envie de faire, qui sont de plus en plus difficiles à gérer psychologiquement. Et de l'autre côté, ce qui va se passer, c'est que j'ai de moins en moins de temps pour faire du lettering, ne serait-ce que pour pratiquer. Donc du coup, je passe plus de temps, je passe tout mon temps sur le web où j'ai pas envie d'être, et j'ai plus du tout de temps pour faire du lettering. Donc il y a le retour au quotidien et à la réalité, comme je vous disais, et il y a aussi le fait que je dois manger, donc il faut que je vende. Donc je peux pas faire, à ce moment-là, je me dis, je peux pas faire que du lettering, et puis les projets web qui tombent, je les prends. C'est hyper important de gagner sa vie. Mais le problème, c'est que ça monte au fur et à mesure des mois et tout ça. Ça monte, c'est de plus en plus difficile de gérer les projets. Il y a une sorte de stress, il y a une sorte d'anxiété aussi, cette nature physique qui prend le dessus et qui vous dit tu ne vas pas dans la bonne direction. Il y a un moment, tu vas te casser la gueule et ça serait bien que tu prennes un peu soin de toi et que c'est peut-être pas uniquement que dans le dessin, mais au moins prendre soin de toi. Là, il y a un truc qui s'est déclenché à un moment donné. Tu as bien senti qu'il se passait quelque chose, mais tu restes quand même dans la situation confortable de dire bah, je reste sur mes projets web parce que c'est bien, parce que j'ai pas le choix et parce qu'il faut que je mange. Et le problème, c'est que physiquement, quand vous restez dans une situation qui vous convient pas, le stress et l'anxiété montent. Et là, je vais même jusqu'à parler de burn-out parce que finalement, j'étais encore assez loin du burn-out, mais il est toujours présent à un moment donné. Et je l'ai vécu aussi un peu plus tôt dans ma vie. Donc je sais à quel moment ça commence à devenir un peu dangereux. Et ça peut paraître complètement idiot de se dire oh, il n'y a pas forcément besoin de se mettre dans des situations de stress intense uniquement parce que tu as envie de dessiner des lettres, quoi. Mais le truc, c'est que faut pas oublier non plus que du côté web, j'ai zéro motivation. Et que quand vous êtes dans un travail au quotidien où finalement il y a une sorte de c'est pas de la répulsion, mais il y a une sorte d'angoisse qui s'installe dès que vous êtes sur votre ordinateur le matin, vous vous asseyez, dire j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de bosser là-dessus, j'en ai ras-le-bol, ça va pas le faire. Et vous procrastinez, c'est pour ça les réseaux sociaux sont super, mais ça avance pas, les projets durent plus longtemps, les projets sont épuisants, vous avez l'impression d'avancer avec un frein à main, donc physiquement ça vous mine. C'est pour ça que je parle du burn-out qui guette, parce qu'il peut se déclencher à n'importe quel moment, quoi.
Et là, je pense à un projet que j'ai eu plus tôt, je pense qu'il y a peu de gens dans la salle qui connaissent ce projet, qui s'appelle Pixel. Alors Pixel, c'est une boutique que j'ai créée avec deux compères web designers en 2010, qui était une boutique de vente de thèmes WordPress. Et à ce moment-là, il n'y avait pas encore beaucoup de boutiques de thèmes WordPress. Il n'y en avait pas en France, en tout cas. Et on a créé ça tous les trois. Et on s'est dit, ben, au début, c'était super sur le papier, c'est-à-dire qu'on s'est dit, on va faire 50% de projets clients, et 50% du temps, on va bosser sur Pixel et on va créer des thèmes. Donc on a créé un thème, enfin même trois, on les a mis en vente, ça s'est vendu un peu, on a dû faire 2 à 3 000 dollars de vente sur ces thèmes. Et progressivement, bah, le quotidien, il revient. C'est-à-dire que les projets clients rentrent et le projet Pixel, bah, il tombe un peu, on bosse dessus de moins en moins. Et au début, c'était un side project. On a dit, bon, on va faire ça de plus en plus professionnellement, quitte à un moment donné à plus faire de projet client et de vivre uniquement de notre produit. Et finalement, c'est l'inverse qui se passe et qui se passe souvent. C'est-à-dire que bah, le projet client, il apporte quand même du revenu. Donc, on se penche plus vers le projet client. Et finalement, ce qui va se passer, c'est qu'au bout de 2 ans, le projet Pixel meurt. Alors qu'il avait un énorme potentiel et que c'était à un moment où les boutiques de thèmes WordPress n'existait pas encore complètement. Donc il commençait à y avoir un intérêt pour ça et ça aurait pu marcher. Le problème, c'est que ça n'a pas marché parce qu'on n'a pas mis suffisamment de volonté pour que ça marche et suffisamment de temps. Donc comme je disais, le problème de toujours garder les projets clients. Ce qui aurait été une bonne idée, c'est de se dire, on va prendre 6 mois. Pendant 6 mois, on se consacre à 100%, ou peut-être un peu moins de 6 mois, mais on va prendre du temps où on se consacre à 100% dessus, et on va se donner la possibilité que ça réussisse. Parce qu'on se rend compte qu'avec les projets clients qu'on mène à côté, on n'y arrive pas, on s'en sort pas. Et moi, ça m'a fait un peu... je faisais un peu le parallèle avec le lettering, c'est-à-dire que bah, j'avais envie de faire du lettering, mais j'avais tellement de boulot au niveau du web et que ça me ramenait de l'argent, que du coup, bah, le lettering, il passait à la trappe. Et donc je me suis dit, mais... C'est à partir de là où j'ai commencé à me poser la question, à dire, mais t'as plus envie de faire ça, t'as envie de faire ça, mais pourquoi tu te donnerais pas un peu de temps pour bosser que là-dessus? Tu finis tes projets web, après tu enchaînes sur un peu de lettering pendant 6 mois, voir comment ça se passe, et puis bah, au moins t'auras essayé. Mais le problème, c'est que bien sûr, je n'ai jamais le temps, et que le truc va tomber un peu aux oubliettes, et que je vais rester dans cette situation de stress permanent pendant quand même bien presque 2 ans, quoi. Donc il y a plusieurs événements qui vont débloquer cette situation. Alors j'insiste sur le fait que ce soit des événements extérieurs, c'est-à-dire que moi tout seul, s'il n'y avait jamais eu ces événements, je pense qu'aujourd'hui je ne serais pas là à vous parler de ça et que je serais toujours en train de galérer et à boire je ne sais pas combien de tasses de café par jour pour essayer de finir mes projets web et rester dans une situation qui ne me convient pas. D'accord ? Donc c'est des événements extérieurs. Le premier, c'est le projet web de trop. Alors là, c'est vraiment Enfin, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais c'est projet web, c'est le client from hell, comme on dit. C'est-à-dire, il débarque. Je vous explique un peu le projet. Hein, j'espère que le client n'est pas dans la salle. Donc, le projet, ben, c'est quelqu'un qui veut un site vitrine WordPress, c'est assez classique. Donc, je lui vends le site pour plusieurs milliers d'euros, design et développement. Et puis tout se passe bien. Déjà, un premier truc qui se passe, c'est que j'ai un Skype avec le patron de la boîte, parce que c'est une petite start-up, qui ne veut pas me payer mon acompte, parce que moi je demande toujours un acompte, de peur que je me casse avec l'argent. Donc déjà, je dis, on est professionnel, vous prenez, quand vous payez un maçon ou quelqu'un pour faire des travaux dans votre maison, votre jardin, vous lui payez aussi un acompte, il ne va pas se barrer. Enfin, le raisonnement, il est un peu... Donc déjà, ça commence un peu à me chauffer, il avait du mal à comprendre. Et un mois après, il n'a toujours pas versé l'acompte. Donc je l'appelle et j'ai dit, ben, déjà, ça serait bien qu'on fasse une réunion de lancement parce qu'il faut qu'on bosse sur le projet. Et aussi, ça serait bien que vous payiez l'acompte. Et là, il me dit, tiens, on a changé de chef de projet, ça serait bien que vous ayez un entretien avec la nouvelle chef de projet. Donc j'ai la nouvelle chef de projet qui me dit, oui, elle a fait les beaux-arts, elle trouve que... enfin voilà, elle a vu mon portfolio et elle me dit, mais alors, quelle est votre valeur ajoutée par rapport à prendre un thème WordPress, justement comme ce que je vous disais tout à l'heure. Et puis donc je lui explique que ce serait pas la même chose, que finalement, enfin, je vais pas vous expliquer trop là-dessus parce qu'il y a encore quelques slides et puis le temps passe vite, mais ce projet c'était une accumulation de choses
où je me disais, mais j'en ai ras-le-bol, quoi. Enfin, c'était de plus en plus, et il fallait de plus en plus prouver la valeur ajoutée par rapport à quelque chose qui est déjà créé. Par contre, je ne dis pas que ça aurait été mieux pour le client de prendre un thème WordPress. C'était pas quelque part le problème. Ce qui s'est passé, c'était que moi, j'avais fait une propale très détaillée en montrant déjà dès le départ qu'on allait faire un projet sur mesure. C'était une boîte, en plus il y avait de l'e-commerce et des choses comme ça derrière, avec beaucoup de concurrence. Donc on avait une identité qui était spécifique. On avait fait un projet qui était ultra moderne et des trucs comme ça. J'avais vraiment tout bien calé pour finalement me dire, bah, nous, on préfère dépenser que 50 €, puis on va se débrouiller avec ça. Donc j'ai dit, dans ma tête, elle est super votre logique, quoi. Je veux dire, en un mois de temps, ils ont complètement changé d'avis. Et moi, j'ai bossé un peu pour eux quand même au départ. Et donc ça a vraiment... Là, la cocotte commençait bien... je l'ai envoyé chier d'ailleurs, pour finir là-dessus. Parce qu'il me dit, on va réfléchir. Au début, il me dit, on va réfléchir, on va en discuter entre nous. J'ai dit, c'est pas la peine de réfléchir. Là, pour le coup, c'est moi qui ai plus envie de bosser avec vous. Donc, j'ai dit ciao, bye bye. Et le boss m'a jamais rappelé. Donc, quelqu'un qui rappelle pas comme ça, pour moi, ça veut dire que c'était un con. Donc, du coup, j'étais bien content. Je me dis, bah, finalement, le projet s'est pas fait et c'est tant mieux. Même si ça aurait pu rapporter quand même un peu d'argent. La deuxième chose, c'était que j'ai une femme et des enfants, et qu'à la maison, cette situation commençait un peu à surchauffer. Je suis indépendant, je ne travaille pas beaucoup de la maison, mais quand vous sortez à 5 heures pour aller chercher votre enfant à la crèche, de rentrer, que vous êtes déjà dans une situation assez compliquée, vous rentrez à la maison, votre fille, oh, il est 6 heures et j'ai faim. Alors tu ne vas pas commencer à me... tu vas pas commencer comme ça, parce que sinon on va passer une très mauvaise soirée, quoi. Donc ça devient compliqué. Ma femme me demande de changer quand même les choses parce que ça se passe pas super bien à la maison. Et elle, justement, me dit, mais lâche le web. T'en as marre, ça se voit, t'en peux plus, lâche ça et puis consacre-toi au truc que tu as envie de faire. Je veux dire, quand je te vois dessiner tous les dimanches, tu as l'air tellement mieux, donc lâche ça et puis fonce dans cette direction. Donc elle me pousse dans cette direction. Et moi, je me dis quand même à ce moment-là, ça commence déjà à germer, de dire, c'est vrai quand même que là, j'en peux plus, quoi. Je veux dire, et puis je vois ma fille, j'ai l'impression que je m'occupe pas d'elle, elle a grandi, je m'occupe pas d'elle comme il faudrait. Donc ça fait quand même, encore là, bien réfléchir et se poser des questions importantes. Et donc, cette situation me fait... m'entraîne à me dire il faut absolument que je fasse quelque chose. Je ne sais pas encore quoi, mais il faut que je fasse quelque chose, quoi. Et là, j'ai envie de me faire plaisir. Il y a une conférence qui s'appelle Typographics à New York, et il y a un mec que j'admire qui s'appelle Ken Barber, qui est un super lettreur américain, qui fait un workshop de 4 jours. Alors, un workshop de lettering 4 jours à New York, j'avais bien besoin de ça, quoi. Et donc je pars avec ma femme, hein, en plus ça nous permet à tous les deux de nous retrouver un peu, en dehors de la maison. Et donc je pars à New York, et dès le premier jour on fait quelques exercices, et là on est 20 dans le workshop, et je me retrouve avec 19 autres personnes, et je me dis, putain c'est génial, quoi. Tous ces gens, ils font ce genre de métier, eux le font déjà en fait. Et on a les mêmes envies, on prend le café ensemble, on parle des mêmes choses, les mêmes lettreurs, les mêmes graphistes, des trucs comme ça. Et je me dis, je suis trop bien. Je suis pile poil dans mon élément. Donc je me dis, le premier jour, je rentre, je vais voir ma femme à l'appart, je dis, oh là là, c'est chaud, là c'est super chaud. Il est en train de se passer quelque chose, bref, quoi. Et puis j'y retourne le lendemain matin, et puis le lendemain matin, on commence à bosser sur des trucs un peu plus évolués. Je me rends compte moi-même que je suis dans un environnement qui me convient, donc j'ai tendance à être beaucoup plus concentré sur mon travail, donc je commence à faire du lettrage, de repousser un peu mes compétences et mes limites en lettrage, notamment avec Ken Barber. Alors ça, c'est assez un truc intéressant pour tous ceux qui dessinent ou qui font du graphisme. Je lui ai fait un lettrage, je l'ai modifié 3-4 fois, et puis moi je le regarde, je regarde mon lettrage et je dis bon, bah, c'est bon, j'ai fini, quoi. Et puis il vient me voir, Ken Barber, il me dit non, là tu peux modifier ça. Je dis ok.
je modifie tout, je dis bon là c'est bon, c'est vrai qu'il est beaucoup mieux, mais là il est fini. Il revient, il me dit non, 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 là tu fais tac, 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 tac. Et en fait, ce lettrage, je vais le bosser dessus pendant 3 jours. Alors si on m'avait dit avant de venir que j'allais bosser pendant 3 jours sur le même truc, je ne sais pas si j'aurais accepté. Mais là, ce qui était vraiment génial, c'est que techniquement, je me mettais dans la peau du lettreur et je me mettais vraiment dans la situation de dire c'est génial, j'adore ce que je fais, c'est super, c'est un côté technique au niveau du dessin, mais c'est vraiment bien. Et en plus, je voyais ce que faisaient les autres et ça me motivait vraiment beaucoup. On avait l'impression d'être une sorte de petite famille et je trouvais ça génial. Et donc, au fur et à mesure des jours, au premier jour, j'ai dit à ma femme, oh, là, il se passe quelque chose. Deuxième jour, il se passe vraiment quelque chose. Ça... Et le troisième jour, j'ai dit, allez, il y a eu le déclic, en fait. C'est-à-dire que j'ai dit, je rentre et je fais que du lettrage. Je vais faire que ça. Alléluia. Amen, c'est la deuxième fois. Et là, ça se débloque enfin. C'est vraiment, on sent que ça... j'ai fait ce switch en fait que j'avais pas réussi à faire avant. C'est-à-dire que oui, mais ceci, là non, là je l'ai fait et je me rends compte sur les semaines qui suivent. Donc c'était en juin, donc il y a l'été qui passe et je me rends compte que ce switch je l'ai vraiment fait et que je vais pas retourner en arrière quoi. Par contre, qu'est-ce que je fais des projets web qui sont en cours quoi? Parce que j'ai absolument pas du tout envie de les finir. Donc là, j'ai la chance d'avoir une grande famille de potes graphistes ou développeurs web, front ou WordPress ou tout ce que vous voulez. Et là, du coup, je refile tous mes projets. Et pour certains, je garde quand même la DA parce que le client fait un peu la gueule au moment où je lui dis que finalement, j'ai plus envie de bosser dessus, donc je vais leur filer à un pote. Et il me dit, il y en a un qui me dit, tu vas te casser là comme ça? Je dis, ouais. Et donc, en fait, pour ceux qui étaient frileux, j'ai dit, je reste. Je vais rester le responsable au niveau votre contact déjà, et je vais donner le taf aux devs WordPress et à des graphistes. Et en fait, ça va durer quelques mois comme ça. Ça va bien durer même 6 mois avant que tous les projets soient terminés. Et là où c'est important de le mentionner, c'est que si j'avais gardé ces projets web, même si j'avais fait le switch, je me serais encore retrouvé dans cette situation où les projets web se finissent jamais et que du coup, je n'arrive jamais à me mettre dans le bain de ce lettering, quoi. Donc j'ai fait je pense avoir fait le bon choix en disant, je laisse tout ça derrière, je le refile à quelqu'un. Donc là, je sens la chape quand même s'alléger. Il y a un point qui est assez important, c'est que je fais le deuil quand même de ma vie de web designer. C'est pas évident parce que vous changez d'orientation, vous dites quand même, est-ce que je fais pas une connerie quoi, parce que bon, j'ai fait ça pendant 10 ans, je commence à avoir une certaine notoriété et réputation, tu fous tout ça en l'air d'une certaine manière. Et puis ça va se faire progressivement et ça va bien se passer. Et aussi parce que de l'autre côté, il y a une forte excitation à l'idée de faire du lettrage. J'ai plein d'idées pour plein de trucs, enfin, comme toujours plein d'idées, et il y en a très peu qui se réalisent. Et je passe aussi à un truc important, c'est que comme je dessine beaucoup, je passe nettement moins de temps en ligne. Et ce qui est aussi hallucinant, c'est que ça ne me manque pas. C'est-à-dire que mon compte Twitter, j'y vais plus jamais. Facebook, j'y vais un peu de temps en temps, mais c'est que pour les amis. Mais c'est notamment Twitter, où j'étais complètement accro avant. Là, j'y vais plus, j'ai plus rien... Il n'y a plus grand-chose qui m'intéresse finalement. Et il y a la moitié des gens que je suivais avant qui étaient liés au web. Finalement, ces gens-là, ils vont partager des articles qui ne m'intéressent plus. Donc je me mets à défollower pas mal de monde. Mais il y a quand même un stress qui reste présent. Ça serait trop simple. Sinon, donc il faut que je trouve du boulot et des projets. Et oui, parce que c'est bien joli de dire, de faire le petit enfant gâté et de dire, non, j'ai envie de faire ça et puis ça, je veux plus. Mais il faut quand même trouver du taf. Donc je me mets à chercher, à partager pas mal de choses comme je faisais avant sur Instagram et Twitter. Et là, 6 mois vont passer, je vais gagner combien de projets? 3. Les 3 projets à peu près à 500 € chacun. Donc 6 mois, 1500 € de revenus, tout va bien. Là, je me dis quand même, merde, c'était mieux avant, quoi. Enfin, à ce niveau-là seulement. Mais je ne panique pas. Il y a une chose qui s'est mise dans ma tête et qui est vachement positive, c'est que j'adore ce que je fais. Et que finalement, ce qui va s'installer, c'est que même si je ne gagne pas beaucoup de thunes dans ce que je fais, au moins j'aime ça, quoi. Du coup, l'impact
l'impact de gagner de l'argent avec est un peu moins fort. Et j'ai le soutien aussi de ma femme à la maison qui fait que dire on va prendre notre temps, on va y arriver. Mais c'est devenu quelque chose qui était bloquant pour moi avant les revenus est devenu beaucoup plus simple à gérer parce que j'ai fait quelque chose qui me plaît. Donc encore là, je fais toujours de la visibilité, je continue, j'essaye de me faire connaître. Et je cherche aussi des solutions pour la diversité des activités et des revenus. Avant, je faisais 100% de projets web. Et là, je voulais plus faire que du 100% projet client avec le lettrage. En fait, pourquoi? Parce que déjà d'une, je risque de ne pas gagner assez en faisant que du projet client. Si c'est pour gagner que des projets à 500 €, il va falloir que j'en fasse quand même beaucoup pour que ça soit rentable, surtout vu que déjà le fisc va en prendre la moitié. Et du coup, je me dis, ça va sûrement pas être jouable, donc il faut que je trouve d'autres idées. Et il y a aussi le deuxième point, c'est que la gestion de projet en lettering, globalement, est la même que dans le web. C'est-à-dire que si les clients cons que vous avez dans le web, ils sont aussi là dans le lettrage. Il n'y a pas grand-chose qui change. Donc si c'est pour changer d'un environnement en disant les gens sont des cons pour aller dans un autre où les gens sont aussi cons, ça va pas le faire, quoi. Donc du coup, qu'est-ce que je décide de faire? C'est que je décide de monter des workshops et une boutique en ligne. Donc les workshops, j'ai toujours fait beaucoup de formations. J'adore faire de la formation. Dans n'importe quel domaine, j'ai toujours adoré ça, pour partager, pour former les gens, pour leur faire découvrir de nouvelles choses. Donc je commence à mettre des workshops en ligne et j'ai un plan pour faire une boutique en ligne. Donc je vais faire, une fois mes 6 mois passés avec mes 3 projets en tout à 1 500 €, je vais faire sur les 6 mois qui suivent, à peu près de mars à juin, donc c'est 3 mois, je monte 4 workshops, donc un à Lyon, un à Paris, un à Lausanne et un à Strasbourg. Et là, il va y avoir 60 personnes qui viennent, c'est super ambiance, ça me permet de générer des revenus. Finalement, dans les 6 mois qui sont là, dans les 3 mois qui sont là, je vais gagner beaucoup plus que mes 6 mois avec mes 3 projets. Donc je me dis, c'est une bonne source de revenus, et en plus, j'adore faire ça. Donc c'est super positif. Et en même moment, il y a 7 projets de lettering qui tombent. Et alors là, j'ai mis en gros parce que là, je prends tout, quoi. Je fais pas, hop, on y va. Donc je me dis, et là je suis dans une situation qui se passe plutôt bien, parce que les projets, finalement, le développement des projets personnels que j'ai mis, la visibilité, le partage et ainsi de suite, le groupe Facebook aussi qui apporte pas mal de choses, et tout ça fait qu'à un moment donné, ces projets vont tomber. Donc à côté des workshops, j'ai 7 projets qui tombent, et je les prends tous. Là, je vais bosser à 200%. C'est pour ça que je dis, je les prends tous, mais j'ai pas le temps pour faire tous ces projets, mais je les fais quand même. Donc du coup, je vais bosser à 200% d'avril à octobre. Là-dessus, je vais faire 2 murs, dont celui de droite qui fait 10 mètres, alors que j'avais jamais fait ça de ma vie. Et je vais faire 4 logos. Et puis, je vais faire aussi une illustration pour Cobone, que peut-être certains ont vu ou vont recevoir des cartes s'ils ont répondu à je sais pas trop quoi. Enfin, Cobone a mis aussi une boutique en ligne avec ces t-shirts-là. Donc voilà, et là j'ai énormément bossé j'ai beaucoup appris en fait sur ce projet, parce qu'il y a énormément de travail au niveau de la vectorisation. Chaque illustration a 7000 points d'ancrage, donc c'était vraiment énorme. Pour moi, ça n'avait rien à voir avec d'habitude. Donc c'était un super projet, où j'ai beaucoup appris. Et là, je me suis dit, on ne perd pas de vue. Enfin là, c'était il y a 2 mois. J'ai tellement bossé de mars à septembre, je me suis dit, là j'ai besoin d'un petit break. N'oublions pas ma diversité des projets. Ne retombons pas dans ce truc de dire il faut que je fasse que du projet client. N'oublions pas les workshops et n'oublions pas la boutique. Donc les workshops, c'est important. Alors ça, c'est aussi un point, excusez-moi. C'est important de garder la motivation à travers la diversité. Je me dépêche, 2 minutes. Donc je vais faire vite. Donc c'est important de garder la motivation, c'est-à-dire que la diversité des projets permet de garder cette motivation pour ne pas tomber dans les travers que j'ai expliqués précédemment, que j'avais eu sur le web. Donc j'ai lancé là 2 nouveaux workshops. Je bosse sur la boutique, elle n'est pas encore en ligne, mais ça va venir. Il y a plusieurs impressions, notamment en linogravure, qui sont en cours. Je viens ici pour vous, j'ai fait un lettrage, j'ai fait un atelier hier et la conf, c'est peut-être un peu too much, mais bon, je vais dormir dans le train en rentrant. Et j'ai été contacté par un éditeur pour faire un projet de livre sur le lettering. Donc ça va beaucoup m'occuper. Donc les 6 prochains mois, je suis déjà booké à 50%. Beaucoup parce qu'il y a ce bouquin qui en plus va me rapporter de l'argent.
Donc je suis déjà booké à 50%. Donc les projets clients sont un peu moins importants dans la période à venir, quoi. Comment je me sens? Bon, vous avez déjà peut-être un peu compris. Donc l'équilibre financier est encore précaire, mais ça évolue, et ça évolue dans le bon sens. Je fais ce que j'aime, donc ça c'est un gros point positif, même si financièrement c'est pas super. Plus de FOMO, beaucoup moins de connexions. Personnellement, je me sens beaucoup mieux. La situation familiale est complètement différente. Tout le monde est super content à la maison. Entre-temps, d'ailleurs, j'ai eu un deuxième enfant. Tout ça m'a appris, et je termine. Donc écoutez votre corps, c'est super important. Constamment, quand il y a un gros stress qui s'installe, de savoir vous écouter, parce que ça permet d'avoir des signaux, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien quelque part. Prendre des risques et sortir de sa zone de confort, finalement le danger il est dans la zone de confort. Donc c'est important des fois de sortir de là. Et vivre sans regret, c'est-à-dire que ça peut foirer dans les 6 mois qui viennent, mais au moins je l'ai fait, et c'est pareil pour tout le monde, c'est-à-dire que faites quelque chose, même si ça foire, au moins vous l'avez fait, et vous ne vivrez pas dans ce regret, quitte à tomber dans une sorte de déprime ou de dépression. Et avoir des side projects. Et je finis les ressources, vite fait, pour ceux que ça intéresse. Donc les bouquins qui m'ont été vachement utiles, les bouquins en anglais principalement. 99U, sur le fait justement de prendre des risques, de bien cerner ce qu'on a envie de faire et de foncer. Les livres d'Austin Kleon sur un peu pareil, et Show Your Work est super sur la manière de promouvoir votre travail en ligne. The Great Discontent, c'est sur des interviews, et ces interviews montrent que tout le monde est un peu dans la même situation. Hop. Le Stress Report, qui est génial si vous ne savez pas trop comment gérer votre stress au quotidien. Celui-là, c'est pareil, et ça se focalise un peu sur la méditation, qui fait beaucoup de bien. Et le film Sign Painter, parce que j'ai vu des mecs qui avaient 70 ans, qui kiffaient leur life depuis 50 ans, et je me suis dit, moi, peut-être que j'ai envie d'être heureux comme eux, quoi. Même s'ils sont pauvres et qu'ils sont alcooliques. Merci beaucoup.